بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الخاص بملخصات السنة الأولى من دروس المسلك الفرنسي لمادة علوم حياة الأرض الأولى إعدادي. Donc bonjour, dans cette vidéo on va traiter le premier chapitre, un petit résumé du premier chapitre intitulé à la découverte d'un milieu naturel. Donc on va commencer par la première diapositive, donc par une petite introduction. Les milieux naturels sont très diversifiés. Plusieurs outils et techniques permettent de découvrir les composantes vivantes et non vivantes et la diversité de ces milieux. Donc, comment étudier un milieu naturel et quelles sont ses composantes? إذا سنبدأ بمقدمة للدرس الأول من دروس السنة الأولى فرنسي إعدادي. هذا الدرس هو على découverte d'un milieu naturel، استكشاف الوسط الطبيعي. مقدمة introduction. Les milieux naturels sont très diversifiés. الأوساط الطبيعية هي جد متنوعة وعدة أدوات plusieurs outils et techniques، عدة أدوات وتقنيات تسمح باستكشاف الوسط الطبيعي وباستكشاف مكونات هذا الوسط الذي يتكون من عناصر حية composante vivante وعناصر غير حية composante non vivante et la diversité de ces milieux، تنوع هذه الأوساط الطبيعية. Comment étudier un milieu naturel et quelles sont ses composantes؟ كيف ندرس الوسط الطبيعي وما هي مكوناته؟ Donc, pour étudier un milieu naturel, on doit avoir des outils et des moyens, par exemple, les jumelles, la boussole, le marteau, la carte, une caméra, un carnet, etc. باش ندرسوا واحد الوسط طبيعي من الضروري أننا نصطحب معنا في الخرجة إلى الوسط الطبيعي أن نصطحب معنا بعض المعدات، بعض الأدوات لي زوتي كوم البوصلة، مثل البوصلة لا بوصول، لو مارتو المطرقة، ان كارني دفتر الملاحظات، اون كاميرا آلة تصوير، و اون كارت يعني خريطة. Donc ce tableau il représente les fonctions et l'importance de chaque outil. Donc comme vous voyez dans ce tableau, donc il y a deux colonnes. Dans la première colonne on trouve l'outil et dans la deuxième colonne les rôles ou l'importance. هذا الجدول يوضح بعض الأمثلة للعناصر المستعملة لاستكشاف الوسط الطبيعي وأدوارها. مثال لا كارت الخريطة، دورها هو تحديد التوجه أو تحديد الوجهات، l'orientation dans l'espace. الخريطة تفيد في تحديد الوجهة وتحديد الأماكن التي سنقوم بزيارتها. les jumelles المنظار دوره l'observation des animaux qui ne se laissent pas approcher comme les oiseaux et certains mammifères. دور المنظار هو ملاحظة بعض الحيوانات التي لا تسمح لنا بالاقتراب منها كالطيور والثدييات. في les insectes يعني شبكة الصيد، صيد الحشرات، pour capturer les insectes. شبكة صيد الحشرات دورها هو الإمساك بالحشرات. Donc voici deux exemples de milieux naturels. Donc voici la côte d'un océan عبارة عن شاطئ محيط la plage, et voici un être vivant qui vit dans l'océan. هنا عندنا جوج ديال الصور لأوساط طبيعية، صورة توضح محيط أو سواحل محيط، وكذلك الصورة الثانية توضح كائن حي يسبح داخل محيط. Les différents milieux naturels. Les milieux naturels sont diversifiés
par exemple lac, forêt, oued, désert. Cette diversité est en fonction de la géographie, du climat et des conditions physiques et chimiques du milieu. الأوساط الطبيعية تتميز بكونها متنوعة. أمثلة للأوساط الطبيعية لاك الضايات، فوري الغابات، واد الوديان، ديزير الصحاري etc. Donc cette diversité est en fonction de la géographie. هذا التنوع الذي تعرفه الأوساط الطبيعية راجع إلى الجغرافيا. المناطق الصحراوية تتميز بكونها جرداء قاحلة. المناطق التي تكون في خط الاستواء تكون كثيفة الأشجار كغابة الأمازون وهكذا وليك. كذلك تنوع هذه الأوساط الطبيعية هو بحسب أو راجع إلى الطقس لو كليما. الطقس كذلك يؤثر على الأوساط الطبيعية. مثلا في الأوساط الصحراوية نجد الطقس الحار. في الأوساط مثلا في المحيط المتجمد نجد مثلا درجات الحرارة منخفضة. إذن لو كليما donc influence sur la diversité des milieux naturels. المناخ كذلك يؤثر على تنوع أو يؤدي إلى تنوع. اختلاف المناخ يؤدي إلى تنوع الأوساط الطبيعية. Donc voici un document. كما تلاحظون هذه وثيقة. Dans ce document on retrouve un milieu naturel. في هذه الوثيقة نجد وسط طبيعي. Dans ce milieu naturel il y a des êtres vivants comme les insectes, les arbres, la vache, la cigogne, etc. Et il y a des composantes non vivantes comme les roches, l'eau, l'air, etc. le sol, etc. Les composantes du milieu مكونات الوسط. الوسط الطبيعي عبارة عن بيئة تتكون من عنصرين: عناصر حية وعناصر غير حية. العناصر الحية هي الحيوانات والنباتات، والعناصر الغير حية هي الماء والتربة والهواء والصخور. Donc un milieu naturel c'est un environnement composé par deux composantes essentielles, une composante vivante, par exemple les êtres vivants, les animaux et les végétaux, et une composante non vivante, par exemple l'eau, le sol, l'air, les roches, les graviers, etc. Donc voici une petite définition d'un milieu naturel. Donc un milieu naturel, c'est un environnement ou bien un paysage qui est composé par deux composantes, une composante vivante et une composante non vivante. Donc comment on peut distinguer entre un être vivant et une composante non vivante؟ كيف نستطيع أن نميز بين عناصر حية وعناصر غير حية؟ Comment on peut distinguer entre un être vivant et une composante non vivante؟ كيف نستطيع أن نميز بين عناصر حية وعناصر غير حية؟ Les êtres vivants الكائنات الحية تتميز بكونها قادرة على التنفس والتغذية والتوالد. Donc un être vivant c'est un individu capable de se nourrir, se respirer et se reproduire. Donc un être vivant c'est un être qui est capable de respirer, se nourrir et aussi grandir. Donc chaque être vivant ou bien tous les êtres vivants ils ont une caractéristique ou bien des caractéristiques, par exemple la respiration, l'alimentation et la reproduction. جميع الكائنات الحية تتميز بكونها قادرة على التوالد والتغذية والتنفس. Donc, la capture des êtres vivants dans un milieu naturel peut se faire par plusieurs méthodes et techniques, comme par exemple l'aspirateur, l'appareil de Berlez et les pièges. الإمساك بالكائنات الحية في الأوساط الطبيعية
يمكن للإمساك بالكائنات الحية في الأوساط الطبيعية يمكن استعمال مجموعة من الطرق والتقنيات. مثال الاسبيراتور، هي عبارة عن آلة تسمح بالإمساك بالحشرات. l'appareil de Berlez، جهاز بيرليز، ولي بياج أو الفخاخ. Donc voici l'appareil de Berlez، هذا هو جهاز بيرليز. هذا الجهاز يسمح بالإمساك بالكائنات الحية أو بتجميع الحشرات. Donc l'appareil de Berlez, donc il permet de capter les êtres vivants via les insectes, plus précisément les insectes. Donc l'appareil de Berlez, il est formé par une lampe ou bien une source lumineuse. Aussi, il est formé par une autoire et une tamis qui permet perméable aux insectes. Donc si on va allumer la lumière de la lampe, donc on va trouver que les êtres vivants, bien les insectes, ils vont quitter cette partie, ils vont tomber vers l'alcool. Donc voici quelques définitions: la faune, microfaune et la flore. La faune, c'est l'ensemble des animaux. Microfaune, c'est l'ensemble des animaux dont la taille est inférieure à 0,2 mm. La flore, c'est l'ensemble des végétaux dans un milieu naturel. الفونة هي مجموع الكائنات الحية أو مجموع الحيوانات. الميكروفونا هو مجموع الكائنات الحية أو الحشرات التي لا يتعدى طولها 0.2 ملم. لا فلور هي مجموع النباتات في وسط معين. دونك عندما نضع تربة وحفنة من التربة داخل هذا الغربال أو فوق هذا الغربال، ثم نقوم بإشعال المصباح، سنلاحظ بأن الحشرات سوف تهرب من الضوء وسوف تسقط في هذه القنينة المملوءة بالكحول، وسنحصل على حشرات صغيرة comme les scorpions, etc. Donc les êtres vivants ne sont pas répartis au hasard. Leur répartition dépend des caractéristiques physiques du milieu comme la température et l'humidité. Chaque être vivant occupe finalement un milieu qui correspond à ses besoins ou bien à ses exigences. الكائنات الحية لا تتواجد في الأوساط الطبيعية بشكل عشوائي، ولكن تتواجد حسب عدة عوامل أو مميزات فيزيائية كدرجة الحرارة وكالرطوبة. وكل كائن حي يعيش في المكان الذي يلبي له احتياجاته. Donc par exemple ce document, donc il représente la répartition de 4 types de poissons, donc selon les régions. Donc par exemple dans la région, dans l'amont des montagnes, on trouve une température de 4 degrés Celsius et on trouve dans cette zone un type de poisson appelé la truite. Dans la deuxième zone, on trouve une température plus élevée, 10% Celsius, 10 degrés Celsius, pardon. Donc dans cette zone, on trouve des poissons appelés ambre. Donc dans la quatrième zone et la troisième zone, donc il y a d'autres types de poissons. هذه الوثيقة توضح لنا تواجد بعض الأنواع من الأسماك في مناطق مختلفة. تلاحظون بأن كل منطقة من هذه المنطقات الأربع تتميز، هذه المنطقات الأربع تتميز بماذا؟ تتميز بدرجة الحرارة معينة. كل نوع من هذه الأسماك يعيش في درجة حرارة معينة. مثال هذا النوع التروتة، سمك التروتة يعيش في درجة حرارة 4 دجري سلسيوس، لا يستطيع أن يعيش في درجة الحرارة 19 دجري سلسيوس. إذا قمنا بوضعه في هذه المنطقة سوف يموت. إذا كل كائن حي يعيش في
الوسط الذي يلائمه. Donc voici une petite définition de microscope photonique. الجهاز الذي ترونه في الصورة هو المجهر الضوئي. هذا المجهر الضوئي يسمح برؤية الكائنات التي لا ترى بالعين المجردة. Donc le microscope photonique, c'est un instrument ou bien un appareil optique composé de plusieurs lentilles superposées permettant d'augmenter le pouvoir grossissant. المجهر الضوئي هو عبارة عن أداة أو عبارة عن جهاز مكون من عدة عدسات تسمح بتكبير الأشياء التي لا ترى بالعين المجردة. للقيام بتحضير مجهري pour réaliser une préparation microscopique, voici les étapes nécessaires pour préparer une préparation microscopique. هذه هي المراحل أو الخطوات لكي نحضر تحضير مجهري. مثلا لكي نلاحظ مثلا قطعة قشرة البصل، مثلا نأخذ قطعة من البصل نضعها فوق الصفيحة للام ونضيف عليها قطرة ماء أو نضيف عليها الملون. بعد ذلك نضع عليها الصفيحة للاميل، وأخيرا نقوم بتجفيف الماء أو تجفيف الملون الذي سيخرج من هذا المكان بعد وضع الصفيحة. ثم بعد ذلك نضع هذا التحضير المجهري نضعه في المجهر ونلاحظه بواسطة تكبيرات مختلفة. Donc l'observation microscopique de l'eau stagnant montre la présence d'êtres vivants formés d'une seule cellule avec des cils sur toute la membrane leur permettent de bouger avec un grain sombre au centre. Ce sont les paramécies. Voici une photo d'une paramécie. Donc voici la définition d'une paramécie. عندما نقوم بملاحظة مجهرية لقطرة ماء راكد سنلاحظ أن هذا الماء الراكد يتكون من كائنات حية مكونة من خلية واحدة une seule cellule، وتسمى هذه الخلية أو هذا الكائن الحي يسمى الباراميسيوم، la paramécie. Donc c'est quoi une paramécie? La paramécie c'est un être vivant constitué d'une seule cellule. الباراميسيوم هو كائن حي يتكون من خلية واحدة. ما هي الخلية؟ الخلية هي العنصر أو الوحدة التي تتكون منها جميع الكائنات الحية. أي كائن حي يتكون من خلية. Donc on dit que la paramécie c'est un être vivant unicellulaire. نقول عن الباراميسيوم أنه كائن حي وحيد الخلية. نفس العملية إذا قمنا بملاحظة قشرة بصل. Donc l'observation microscopique de l'épiderme d'oignon montre qu'il est constitué d'un grand nombre d'unités similaires de forme hexagonale avec un grain sombre au centre. إذا قمنا بملاحظة قشرة البصل سنجد بأنها تتكون من وحدات سداسية الشكل تتوسطها نقطة سوداء. Donc هذه العناصر أو هذه الوحدات نسميها بالخلايا. إذن قشرة البصل أو البصلة تتكون من عدة خلايا، بينما الباراميسيوم يتكون من خلية واحدة. إذن نقول عن البصل أنه متعدد الخلايا لأنه يتكون من عدة وحدات متكررة، والباراميسيوم يتكون من وحدة واحدة. إذن نقول أنه متعدد الخلايا. هذه المراحل لملاحظة قشرة البصل. نأخذ قشرة البصل على يد بانس، نقوم بقطع قطعة ونضعها في الصفيحة ونغطيها بالصفيحة بعد إضافة الملون، ثم نقوم بملاحظتها. كما تلاحظون يتكون من تتابع أو من تكرار عدة وحدات تقريبا سداسية الشكل. Donc تسمى الخلايا. Donc la cellule
Donc une cellule est formée par 3 éléments. الخلية تتكون من 3 عناصر: la membrane, الغشاء الذي يحيط بالخلية، الغشاء السيتوبلازمي، le noyau، النواة، والcytoplasme. La cellule est l'unité de l'organisation du vivant. C'est le point commun de tous les êtres vivants. Une cellule est toujours formée d'une membrane, d'un cytoplasme et d'un noyau. Certains organismes sont constitués de nombreuses cellules. Ce sont les pluricellulaires, comme l'homme, la grenouille et l'oignon. D'autres organismes ne sont constitués que d'une seule cellule, comme par exemple la paramécie. C'est un être vivant unicellulaire. Voici 2 schémas qui représentent une cellule végétale et une cellule animale. إذا قلنا بأن الخلية هي الوحدة التي تتكون منها جميع الكائنات الحية، وجميع الخلايا تتكون من 3 عناصر، وهي الغشاء السيتوبلازمي، السيتوبلازم، والنواة. بعض الكائنات الحية تتكون من عدد كبير من الخلايا، ونسميها كائنات حية متعددة الخلايا، pluricellulaire. Pluri c'est-à-dire plusieurs. مثال الإنسان، الضفدع والبصل. وتوجد كائنات حية تتكون من خلية واحدة مثل الباراميسيوم، نسميها les êtres vivants unicellulaires، الكائنات الحية الوحيدة الخلية. Donc voici quelques définitions à retenir par cœur. هنا هذه اللوحة تقدم لكم بعض التعاريف التي يجب التركيز عليها وحفظها. La définition de la cellule. La cellule, c'est l'unité fondamentale, structurelle et fonctionnelle des organismes vivants. الخلية هي الوحدة التركيبية والوظيفية للكائن الحي. تركيبية لأن الكائن الحي يتركب منها، ووظيفية لأنها تقوم بوظيفة معينة داخل الجسم. Pluricellulaire, c'est un être vivant formé par plusieurs cellules. كائن حي متعدد الخلايا هو كائن حي يتكون من عدة خلايا كالإنسان. Un tissu, c'est l'ensemble des cellules. مجموع الخلايا يسمى بالنسيج. Un tissu. Unicellulaire, c'est un être vivant formé par une seule cellule. Par exemple, la paramécie, l'amibe et les bactéries. الكائن الحي وحيد الخلية هو كائن حي يتكون من خلية واحدة، مثال الباراميسيوم والأميبا والبكتيريات. La paramécie, c'est un être vivant unicellulaire constitué d'une seule cellule. La faune, c'est l'ensemble des animaux, et la flore, c'est l'ensemble des végétaux. Donc, merci pour votre attention. شكرا على حسن تتابعكم، وإلى فيديو آخر إن شاء الله. لا تنسوا دعم القناة بلايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله. Bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, on va étudier le 2e chapitre, la respiration dans différents milieux. On va commencer par une petite introduction. Donc, tous les êtres vivants, animaux comme végétaux, respirent. Ils prélèvent de dioxygène et ils rejettent le dioxyde de carbone. La respiration, c'est le fait d'absorber l'oxygène à partir du milieu de vie et de rejeter le dioxyde de carbone. On peut mettre en évidence l'absorption de l'oxygène ou bien la diminution de la quantité d'oxygène dans le milieu grâce à un appareil appelé l'oxymètre. Donc l'oxymètre, c'est un appareil qui permet de mesurer la quantité d'oxygène dans l'air ou bien dans l'eau. On peut aussi mettre en évidence la présence de dioxyde de carbone grâce à une solution appelée l'eau de chaux. Donc l'eau de chaux, c'est un liquide incolore qui blanchit en présence de dioxyde de carbone. Donc si l'être vivant rejette le dioxyde de carbone dans le milieu, donc ce liquide-là, il va être blanchi, il va être blanchâtre et il va se troubler. On va étudier la respiration dans 2 milieux. Donc, dans le milieu aquatique, dans l'eau, c'est-à-dire dans l'eau, الوسط المائي, et dans le milieu aérien, c'est-à-dire dans l'air, الوسط الهوائي. Donc, la respiration peut se faire au milieu aquatique comme elle peut se faire dans le milieu aérien.
les animaux réalisent les échanges gazeux respiratoires au niveau des organes respiratoires. En milieu aérien, il y a plusieurs appareils et organes respiratoires utilisés pour prélever le dioxygène à partir de l'air. Et on va dans ce chapitre, on va voir la respiration dans le milieu aérien et on va citer comme exemple l'homme, l'escargot et le criquet et aussi les plantes aériennes. Dans le milieu aquatique, on va citer quelques exemples d'animaux comme le poisson, comme certains mammifères comme l'orque, la baleine et le dauphin. Et on va aussi étudier la respiration chez les plantes aquatiques. Donc la respiration au milieu aquatique, donc les animaux réalisent des échanges gazeux avec l'eau. Donc ce schéma-là, il représente donc la structure ou bien il représente les différents modes de respiration et les exemples qu'on va citer. Donc, la respiration chez les êtres vivants, il peut se faire dans le milieu aérien comme dans le milieu aquatique. Dans le milieu aérien, on va étudier la respiration chez l'homme, qui est un mode de respiration pulmonaire. Donc, l'homme, il est capable de respirer grâce aux poumons. Donc, on va aussi étudier la respiration trachéale chez les insectes, comme le criquet, et la respiration par l'estomac chez les plantes aériennes. Dans la respiration aquatique, on va étudier la respiration chez les poissons, qu'ils ont une respiration bronchiale grâce aux bronchies, et on va voir aussi la respiration des plantes aquatiques à travers les écailles. Donc, les types de respiration. Donc, il y a en général 4 types de respiration. Donc, une respiration bronchiale grâce aux bronchies, par exemple chez les poissons et certains crustacés. Donc, aussi la respiration cutanée chez vers de terre et chez la grenouille. Donc, la grenouille, c'est un animal qui est capable de respirer dans deux milieux, dans le milieu aquatique et dans le milieu aérien. On va aussi étudier la respiration pulmonaire chez les mammifères et finalement la respiration trachéenne chez les insectes. Donc on va commencer par la respiration pulmonaire chez l'escargot. Donc l'escargot, il possède un seul poumon et un orifice respiratoire. Donc cet orifice respiratoire, il s'ouvre et se ferme selon les besoins en oxygène chez l'escargot. Donc on va y dans cette photo, donc dans cette photo, donc vous voyez que l'orifice respiratoire il est fermé. Par contre, dans cette photo, donc l'orifice respiratoire il est ouvert. Donc cet orifice respiratoire, c'est le lieu d'échange gazeux chez l'escargot. Donc on passe maintenant à la respiration chez l'homme. L'homme, donc il possède aussi des poumons. Donc l'homme, c'est un mammifère qui est capable d'absorber l'oxygène à partir de l'air. Donc il possède une respiration aérienne. Concernant l'appareil respiratoire chez l'homme, donc il est formé par le nez, la bouche, les poumons et le diaphragme. Le diaphragme, ce sont des muscles qui se trouvent ici et qui permettent la respiration ou bien qui facilite la respiration. Si on regarde ce schéma-là, on remarque que les poumons chez l'homme, ils ressemblent à un arbre. Donc, comme vous voyez, il y a la trachée, donc qui se divise en deux branches. Donc, chaque branche elle est divisée en bronchioles qui se terminent par les sacs pulmonaires. Chaque sac pulmonaire, il contient des alvéoles pulmonaires. Donc, les alvéoles pulmonaires, ce sont les lieux d'échange gazeux chez l'homme et certains mammifères aussi. Donc, l'oxygène, il va entrer par la bouche ou bien le nez et elle va aussi passer par la trachée et les branches et vers les bronchioles jusqu'à elle arrive au niveau des alvéoles et à ce niveau-là, ils vont faire les échanges gazeux avec le sang.
Donc chaque bronchiole, comme j'ai déjà dit, se termine par un sac alvéolaire composé de multiples alvéoles pulmonaires. Un réseau capillaire sanguin entoure ce sac pulmonaire. Donc passons maintenant à la respiration chez le criquet. Donc le criquet, c'est un insecte qui est capable de respirer grâce à une respiration trachéenne, ou bien c'est une respiration qui consiste à échanger les gaz respiratoires grâce à des orifices qui se trouvent dans l'abdomen du criquet. Donc si on bouche ces orifices respiratoires qui sont appelés les stigmates, si on fait boucher ces orifices respiratoires, donc on constate que les insectes ne peuvent plus respirer. Donc le criquet meurt. Donc on va remarquer la mort du criquet, ce qui montre que ces orifices respiratoires ou bien les stigmates, ce sont les lieux d'échange ou bien ils jouent le rôle du nid ou bien de la bouche chez l'homme. Donc comme vous voyez ici, donc ces stigmates ou bien les orifices respiratoires, ils sont reliés par des canaux. Donc ces canaux, ils sont ramifiés en des canaux plus fins. Donc ce système là, il est appelé les trachées. Donc le criquet, il est capable de respirer grâce aux trachées. Donc c'est une respiration trachéenne. Donc après l'entrée de l'oxygène par les stigmates ou bien ces orifices respiratoires, il va vers les organes. Donc les organes, ils vont capter ou bien absorber le dioxygène, ils vont libérer le dioxyde de carbone qui va quitter par les stigmates aussi. Donc les stigmates, ce sont des orifices respiratoires qui permettent les échanges gazeux chez le criquet. On passe maintenant à la respiration chez les poissons, la respiration bronchiale. Donc sous chaque opercule chez les poissons se trouvent 4 bronchies. Donc chaque bronchie est constituée de plusieurs filaments. Au niveau de ces filaments se font les échanges respiratoires chez les poissons. Donc si on dissectionnait l'opercule, on va trouver sous l'opercule 4 bronchies. Chaque bronchie est formée par des filaments bronchiaux. Donc au niveau des filaments bronchiaux se font les échanges gazeux respiratoires. Maintenant, on va étudier la respiration cutanée chez les vers de terre. Donc, il y a des animaux qui ont une respiration cutanée, comme les vers de terre, qui respirent à travers sa peau. Aussi, il existe chez certains animaux, comme la grenouille, une double respiration. Donc, les grenouilles sont capables de respirer grâce aux poumons et grâce à la peau. Donc, la grenouille, il est capable de respirer par les poumons au niveau du milieu aérien et par la peau au niveau du milieu aquatique. Donc, il faut aussi noter que le milieu de vie peut être différent du milieu respiratoire. Donc, certains animaux donc aquatiques comme les dauphins, la baleine et l'orque, ils sont capables de respirer dans le milieu aérien, mais ils occupent le milieu aquatique. Donc le dauphin et la baleine et l'orque, ils possèdent dans la côté ou bien dans la partie dorsale de ces animaux, il y a des orifices respiratoires qui permettent les échanges gazeux. Donc, comme vous voyez dans ce schéma-là, c'est un schéma qui représente le système respiratoire chez les dauphins. Donc, vous voyez qu'il y a un orifice respiratoire. Donc, cet orifice respiratoire, donc, il permet de faire les échanges gazeux. Donc, l'oxygène, il va passer par
ce canal-là vers les poumons. Donc vous voyez que c'est un animal aquatique, il possède deux poumons. Concernant la respiration chez les plantes aériennes, donc les plantes aériennes ne possèdent pas un appareil respiratoire comme les animaux, mais elles sont capables de faire les échanges gazeux à travers les feuilles. Donc au niveau des feuilles, il y a des structures qui permettent les échanges gazeux qui sont appelés les stomates. Donc au niveau des stomates là, les stomates, ce sont des ouvertures ou bien des orifices respiratoires chez les plantes qui permettent les échanges gazeux chez les plantes. Donc les stomates, ce sont des petites pores situés à la surface des feuilles qui s'ouvrent ou se ferment selon les besoins de la plante. Concernant la respiration des végétaux aquatiques, donc la végétaux chez les plantes aquatiques se fait à travers toute la surface du corps de la plante. Donc cette photo résume qu'on a vu dans cette vidéo. Donc il y a des animaux qui occupent le milieu aérien comme l'escargot, comme l'homme, etc. Donc ces animaux, ils sont capables de faire les échanges gazeux grâce aux organes respiratoires. Concernant la respiration chez l'escargot, c'est une respiration pulmonaire. Chez le criquet, donc il est capable de respirer grâce au trachée, donc c'est une respiration trachéenne. Chez certains animaux, ils sont capables, ou bien ils ont une double respiration, une respiration dans le milieu aquatique grâce à la peau et une respiration pulmonaire dans le milieu aérien. Donc il y a aussi des animaux qui occupent le milieu aquatique comme les poissons et qui sont capables d'absorber l'oxygène à partir de l'eau grâce aux bronchies. Donc la respiration, c'est un phénomène qui consiste à absorber l'oxygène et rejeter le dioxyde de carbone. Donc les végétaux aquatiques, ils sont capables de respirer à travers toute la surface de la plante. Donc les échanges gazeux, ils se font entre le végétal et l'eau. Chez les plantes aériennes, ils sont capables d'absorber l'oxygène à partir de l'air à travers les stomates. Donc dans le milieu aérien aussi, il y a l'échange entre l'air et le sang à travers des organes spéciaux comme par exemple les poumons chez l'homme et comme les trachées chez le criquet et chez certains insectes. Les animaux respirent dans l'eau grâce aux bronchies comme par exemple les poissons. Donc merci pour votre attention. Donc on se verra Inch'Allah dans la prochaine vidéo. Bonjour à tout le monde, dans cette vidéo on va étudier l'alimentation chez les êtres vivants. Donc cette vidéo il est consacrée pour les étudiants de la première année du collège parcours international. Donc on va commencer par une petite introduction. Donc vous avez étudié dans le chapitre précédent que les êtres vivants ou bien un être vivant c'est un individu qui est capable de se nourrir, respirer et aussi se reproduire. Donc dans cette vidéo, on va étudier les types de régimes alimentaires et on va étudier aussi comment ou bien quels sont les organes utilisés par les organismes pour digérer les aliments. Donc, il faut savoir premièrement les méthodes utilisées pour connaître le régime alimentaire chez les animaux. Donc pour connaître les méthodes ou bien pour connaître le régime alimentaire chez les animaux, donc il existe plusieurs méthodes. Par exemple l'observation directe des animaux. On peut observer des animaux en train de manger. Aussi on peut observer les traces d'un repas
et on peut réaliser l'examen du contenu de tube digestif d'un animal. Et enfin, on peut analyser les excréments ou bien une pilote de régurgitation de rapace. هذه اللوحة تقدم لنا معطيات حول الطرق التي من خلالها نتعرف على النظام الغذائي le régime alimentaire عند الحيوانات. لمعرفة النظام الغذائي عند الحيوانات يمكن تتبع مجموعة من الطرق مثل ملاحظة الحيوان أثناء تغذيته، كذلك ملاحظة بقايا وجبة غذائية تناولها هذا الحيوان، أو تحليل فضلات هذا الحيوان، أو تحليل مكونات أو بقايا الطعام في أنبوبه الهضمي، أو كذلك تحليل كبة التجشؤ، وهي عبارة عن كبة من العظام ومن الريش التي تخرجها بعض الكائنات الحية كالبومة بعد تغذيتها على مثلا الفئران وعلى القوارض، فإنها تقوم كما تعلمون بأن البومة لا تتوفر على الأسنان، تقوم بابتلاع الفئران أو الكائنات الحية التي ستتغذى عليها بالكامل، ثم العناصر التي لم تتعرض للهضم على مستوى المعدة يتم طرحها على شكل كبة التجسس. Donc c'est quoi un régime alimentaire? Donc le régime alimentaire, c'est l'ensemble des aliments que consomme un animal. ما هو النظام الغذائي؟ النظام الغذائي هو مجموعة الأغذية التي يستهلكها حيوان معين. Donc dans ces diapos, on va savoir quels sont les types de régime alimentaire chez les êtres vivants. Donc comme vous voyez ici dans ce schéma là, donc les régimes alimentaires, il existe trois types de régimes alimentaires. Le régime alimentaire végétarien, le régime alimentaire carnivore et omnivore. الأنظمة الغذائية عند الحيوانات تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول يسمى النظام الغذائي النباتي، القسم الثاني النظام الغذائي اللاحم، والقسم الثالث النظام الغذائي القارض. Donc pour le régime alimentaire végétarien, donc il existe plusieurs types dans ce régime-là. Donc il existe les herbivores, les granivores, les frugivores et les nectarivores. في النظام الغذائي النباتي كاين بزاف ديال الانواع، كاينين العواشب لي زيربيفور، كاينين اكلات الحبوب لي غرانيفور، كاين لي فروجيفور اكلات الفواكه، واخيرا اكلات الرحيق كبعض الطيور. Dans le régime carnivore on distingue les insectivores et les piscivores. في النظام اللاحم كاين انواع كذلك، كاينين اكل الحشرات، كاين كذلك آكلو الاسماك. Et dans le régime omnivore, donc par exemple l'homme ou bien le renard, il y a les planctophages. Les planctophages هما آكلات البلانكتونات مثل la baleine أو الحوت. Donc certains animaux ont un régime alimentaire végétarien. Ce sont les phytophages. Donc هذا المصطلح ديال الفيتوفاج كيعني فاج كيعني آكل، فيتو كيعني نبات، donc آكل نبات. Donc certains animaux ont un régime alimentaire végétarien. Ce sont des phytophages. Ils se nourrissent surtout de végétaux ou bien des substances produites par les végétaux, comme la sève, le nectar, etc. هاد لا فراز اش تعطينا كمعطيات، كتقول لنا بان بعض الحيوانات تتميز بنظام غذائي نباتي، وتسمى هذه الحيوانات ب لي فيتوفاج.
يعني آكلات النباتات أو آكلو النباتات. Donc ils se nourrissent surtout de végétaux ou bien substances produites par les végétaux. هاد les phytophages هاد الحيوانات آكلات النباتات كتغذى على النباتات أو على بعض المواد التي تنتجها النباتات بحال لو نيكتار. لو نيكتار هو الرحيق ديال الأزهار، بحال لي فخوي، بحال لي غران يعني حبوب، بحال الفواكه الجافة مثلا. Donc d'autres animaux ont un régime alimentaire carnivore. كائنات حية أخرى أو حيوانات أخرى عندها نظام غذائي لاحم. Ce sont les zoophages. Donc phage، donc هاد السوفيكس، هاد فاج هذا كتعني آكل كما قلت. زو هاد البريفيكس كتعني حيوان، donc هي آكلات الحيوانات. Ce sont les zoophages. Ils se nourrissent surtout d'aliments d'origine animale. Donc يتغذاو على كائنات حية حيوانية. D'autres animaux ont un régime alimentaire omnivore. Ils se nourrissent à la fois d'aliments d'origine animale et d'aliments d'origine végétale. Par exemple, le renard et l'homme. قال لنا بأن كاينين بعض الحيوانات عندهم نظام قارط. هذا النظام القارط باش كيتميزوا هاد الحيوانات بأنهم كيتغذاو على جميع الأنواع ديال الأطعمة، سواء كانت من أصل نباتي أو أصل حيواني. Donc passons maintenant à la dentition chez l'homme. Dentition chez l'homme يعني نظام الأسنان عند الإنسان. Donc la dentition chez l'homme est caractérisée par la présence de 4 types de dents. نظام الأسنان عند الإنسان يتميز بتواجد 4 أنواع من الأسنان. شنو هي هاد الأنواع؟ Donc la dentition chez l'homme est caractérisée par la présence de 4 types de dents. Les incisives, les canines, les prémolaires et les molaires. Donc les incisives هما القواطع. Comme une lame servent à couper les aliments. Donc les incisives donc هما القواطع، هما اللي كيكونوا هنا القواطع الأمامية اللي تيقطعوا لنا الطعام. donc الدور ديالهم هو couper les aliments، قطع الطعام، وكنرمزوا لهم بالحرف E. علاش؟ لأن انسيزيف كتبدا بالحرف E. donc عندنا لي كانين كنرمزوا لهم بالحرف C اللي هما الأنياب. متفقين؟ الأنياب اللي تيتوفر عليهم الإنسان. pointus كيكونوا حادين servent à déchirer les aliments. الدور ديالهم هو déchirer les aliments يعني تمزيق الطعام. لي بريمولار كنرمزوا لهم B اللي هما الأضراس الأمامية كيكونوا بلا servent à broyer les aliments. الدور ديالهم هو طحن الطعام. لي مولار اللي هما الأضراس الخلفية كنرمزوا لهم بلا لتر M. Ce sont des dents larges et plates servent à broyer aussi les aliments. تما كيساهموا في سحق الطعام. Donc passons maintenant à la formule dentaire. Donc on est toujours dans la dentition chez l'homme. Donc on peut déterminer chez l'homme une formule dentaire en comptant sur chaque demi-mâchoire supérieure et inférieure le nombre de chaque type de dents. La formule dentaire, c'est le nombre de dents dans chaque demi-mâchoire. شنو هي الصيغة السنية؟ الصيغة السنية هي عدد الأسنان في كل نصف فك. يعني إلا بغيت ندير الصيغة السنية ديال شي كائن حي مثلا بحال الإنسان مثلا، كناخد هذا هو لا ماشوار سوبيريور، هذا هو الفك العلوي، وهذا لا ماشوار انفيريور الفك السفلي. كناخد النص ديالو كنقسمو على نص، كندير واحد محور التماثل كنقسمو على نصف، وكنكتب في المقام كنكتب هاد الصيغة السنية ديال نصف الفك العلوي، وفي البسط كندير الصيغة السنية ديال نصف الفك السفلي.
Donc, la formule dentaire, c'est le nombre de dents dans chaque demi-mâchoire. الصيغة السنية هي عدد الأسنان في نصف كل فك. دونك هنا كتلاحظوا عندنا الصيغة السنية كنكتبوها على هذا الشكل هذا. هاد الصيغة السنية كتلاحظوا أن فيها رموز دي لتر. دونك فيها لي لتر. ان كتعني لو نومبر العدد. مثلا هنا عندنا نومبر دانسيزيف عدد ديال القواطع بطبيعة الحال في نصف الفك العلوي. هنا نصف الفك العلوي ولتحت نصف الفك السفلي. demi mâchoire inférieure, demi mâchoire supérieure. Donc عندنا هنا NC c'est-à-dire le nombre de canines. NP donc le nombre de prémolaires. NM c'est le nombre de molaires. Donc concernant la formule dentaire de l'adulte, donc chez l'adulte on trouve 32 dents, mais chez l'enfant il existe uniquement 20 au niveau de le total des dents. عند الإنسان البالغ كنلقاو عنده 32 سن أو مجموع الأسنان هو 32 بينما عند الطفل كنلقاو فقط 20. كتلاحظوا هنا donc vous avez ici deux photos de mâchoire supérieure et inférieure chez l'adulte et chez l'enfant. عندنا هنايا الفك العلوي والفك السفلي عند البالغ والفك العلوي والفك السفلي عند الطفل. دونك إلا قمنا بحساب إلا بغينا نديرو الصيغة السنية la formule dentaire chez l'adulte, donc on va trouver quoi? On va trouver que l'adulte il possède deux dans la mâchoire, dans demi-mâchoire supérieure. إلا قسمنا هاد الفك العلوي إلى نصفين غنلقاو ونحسبو عدد ديال القواطع. دونك كنلقاو واحد جوج، دونك كنديرو جوج ديال القواطع. شحال عندنا ديال الأنبياب؟ واحد، دونك واحد سي. شحال عندنا ديال الأضراس الأمامية؟ جوج، والأضراس الخلفية عندنا 3، دونك 3. Donc la même chose pour le demi-mâchoire inférieure. Donc il a جينا حسبنا هنايا demi-mâchoire inférieure نلقاو 2 incisifs, 1 canine, 2 prémolaires et 3 molaires. Mais chez l'enfant, donc vous allez remarquer une grande différence. Donc chez l'enfant, il y a deux incisifs جوج ديال القواطع عند الطفل، وكاين ناب واحد، وكاين 2 بريمولير جوج ديال الأضراس أمامية. ما كاينينش الأضراس الخلفية عند الطفل. Concernant l'adolescent, donc l'adolescent donc il possède 28 donc dans le total des dents. المراهق عنده 28 سن. بطبيعة الحال الصيغة السنية ديالو لا فورمول دونتير فيها جوج ديال القواطع، ناب واحد، جوج ديال prémolaires et جوج ديال les molaires. Passons maintenant à l'étude des muscles masticateurs، العضلات التي تساعد في الهضم على مستوى الفم. Donc voici جمجمة ديال الإنسان، crâne de l'homme. Donc muscle, donc l'homme, le crâne de l'homme, donc il contient des muscles qui permet la mastication et qui permet aussi la digestion mécanique. Donc chaque mâchoire est associée à des muscles masticateurs. Donc les contractions et décontractions de ces muscles donc permettent à la mâchoire inférieure de faire des mouvements dans toutes les directions grâce au condyle mandibulaire. قال لنا هنا بأن كل الفك العلوي والفك السفلي مرتبط بعضلات اللي كتساعد على الماستيكاسيون، على المضغ والتقلص والارتخاء ديال هاد العضلات كيساعد على تحريك الفك السفلي
في جميع الاتجاهات بفعل الكونديل مانديبولار، يعني اللي هي العظمة المفصل، العظمة ديال المفصل اللي تتواجد في بين الفك السفلي والفك العلوي، واللي كتساعد على تحريك الفك السفلي في جميع الاتجاهات. Donc passons maintenant à l'appareil digestif chez l'homme. Donc voici deux schémas qui représentent l'appareil digestif chez l'homme. Donc comme vous voyez aussi ici, donc vous allez remarquer que l'appareil digestif chez l'homme il est formé par un tube digestif كتكون من أنبوب هضمي اللي هو la bouche, l'œsophage, المريء, l'intestin, l'estomac, l'intestin grêle et le gros intestin. الأنبوب الهضمي عند الإنسان كتكون من المريء، المعدة، المعي الدقيق، المعي الغليظ. Donc il y a aussi d'autres glandes qui interviennent dans la digestion, comme le foie, le kabid, comme le pancréas, etc. Donc passons maintenant à l'étude de la dentition chez les herbivores et chez les carnivores. On va commencer par les herbivores. Par exemple, chez le lapin, les incisives permettent de ciser et de couper les aliments. Donc, la formule dentaire chez le lapin, c'est 2 incisives dans la mâchoire, demi-mâchoire supérieure et 0 canine. Donc, vous allez remarquer que l'absence des canines عند الأرنب ما كاينش عنده الأنياب، حيت ما كيتغداش على اللحم، ما يحتاج يمسق اللحم، دونك ما عندوش الأنياب. Donc il y a 3 prémolaires et 3 molaires. عنده 3 ديال الأضراس أمامية و 3 ديال الأضراس خلفية. Donc les dents de notre ami le lapin donc ont toutes une fonction très précise, plus ou moins compliquée. Les 28 dents de notre lagomorphe donc se décomposent comme suit. Donc mâchoire supérieure, il y a 4 incisives, 12 molaires, c'est-à-dire 6 prémolaires et 6 molaires, et dans la mâchoire inférieure il y a 2 incisives et 10 molaires. Contrairement aux animaux carnivores, le lapin ne possède pas de canines. على عكس اللواحم الأرنب لا يتوفر على العواشب قاطبة لا تتوفر على الأنياب. De ce fait, le lapin est équipé d'une dentition très spécialisée et très complexe. Donc كنلاحظوا هنا بأن كل حيوان الجمجمة ديالو أو نظام الأسنان ديالو متكيف مع النظام ديال الغذاء ديالو. Donc d'après ces remarques, on conclut que chaque animal il possède une dentition adaptée à son régime alimentaire. Donc le crâne de l'herbivore ruminant, donc il faut noter aussi que les herbivores العواشب كينقسموا لقسمين، كاينين les ruminants et les non ruminants. كاينين المجرات واللي ما كيجتروش. المجرات بحال مثلا البقرة، لا غازيل اكسيتيرا، وكاين نو رومينو يعني غير مجرات كالارنب. دونك لو كران دو ليربيفور رومينو العواشب المجترة كتكون الكران ديالهم يعني الجمجمه ديالهم الونجي طويله اي بلا. دونك les mâchoires sont longues et ont des espaces sans dents. La mâchoire supérieure ne comprend pas toujours les incisives, seuls les mâles ont des canines. Donc, sinon, prenons l'exemple de la vache. Donc, la vache adulte a 32 dents. Donc, il possède 8 incisives, 0 canines, 12 prémolaires et 12 molaires. Passons maintenant à la dentition chez le chat, qui est un carnivore. Donc, vous allez remarquer que chez le chat, il existe des canines développées, donc qui servent à déchirer la viande.
Donc, concernant la formule dentaire chez le chat, c'est 3 incisifs, donc un canine, 3 prémolaires et 1 molaire. Donc, voici une comparaison entre le tube digestif chez l'herbivore et chez les carnivores. Donc, vous allez remarquer que le tube digestif chez les herbivores est plus grand que chez les carnivores. Et vous allez constater que le cyclone, donc il est petit chez les carnivores et grand chez les herbivores. Donc voici un autre exemple de tube digestif chez un herbivore et chez un carnivore. Donc toujours donc chez l'herbivore, donc on constate que le tube digestif est plus grand que le carnivore. Voici un tableau qui compare, qui présente des informations sur le tube digestif chez le lapin et le chat. Donc, vous allez constater, d'après les remarques précédentes, que l'œsophage, le méré, chez le lapin et le chat, donc ils ont la même taille. Concernant l'estomac, chez le lapin, il est très développé, mais il est réduit chez le chat. Donc, concernant aussi le gros intestin, le ma'il ghalid, il est long chez le lapin et court chez le chat. Le sécom, l'a'war, chez le lapin, il est long et chez le chat, il est très court. Donc, concernant la digestion, الهضم عند الأرنب كيكون لونت يعني بطيء وعند le chat il est rapide. Donc j'espère que vous avez bien compris notre cours. Donc n'hésitez pas à les poser, n'hésitez pas à poser des questions sur la vidéo. Donc j'aimerais bien que vous partagez cette vidéo avec votre ami. Donc, et merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.